Aujourd'hui, on se penche sur une affaire vraiment hors norme, qui défie le temps, la disparition de Mehdi Ben Barka. Ah oui, une énigme absolue. C'est ça. Imaginez, on est en plein Paris, octobre 65, et là, une figure politique marocaine majeure, hop, disparue, évanouie. Et presque 60 ans après, le mystère est toujours là, quasi intact. C'est une histoire folle où tout s'entremêle. La politique internationale, les services secrets, même le crime organisé. Et puis, surtout, d'énormes zones d'ombre. Beaucoup de brouillard, oui. Pour essayer d'y voir un peu plus clair, on va s'appuyer sur des extraits d'un texte, l'affaire Ben Barka, un mystère marocain. Ça nous donne une base, les faits connus, les pistes. Et ça souligne bien la complexité du dossier, d'ailleurs. Bon, alors, allons-y, déballons ça. Pour commencer, qui c'était cet homme ? Mais la source le dit très clairement. Mehdi Ben Barka, c'était le visage de l'opposition au pouvoir marocain. Ah oui, carrément. Pas juste un opposant lambda, quoi. Non, non, une figure centrale, très charismatique, un leader important du mouvement tiers-mondiste aussi. Il présidait le comité préparatoire de la conférence tricontinentale de la Havane. Son influence allait bien au-delà du Maroc, hein. D'accord. Et le fait brut, le point de départ, c'est quoi ? C'est sa disparition à Paris, le vendredi 29 octobre 1965. La dernière fois qu'on le voit, c'est devant la brasserie Lippe. Il monte à l'arrière d'une voiture. Et après ça ? Après ça, plus rien de sûr. C'est le grand flou, comme vous disiez. C'est là que ça devient compliqué, j'imagine. C'est exactement ça. La source parle de cette dualité, affaire à la fois simple et terriblement complexe. Simple parce que le début est connu, un enlèvement, à Paris, date, lieu, témoin. D'accord. Mais complexe parce que dès qu'on veut savoir ce qui s'est passé après, on tombe dans ce que le texte appelle les supputations et les témoignages invérifiables. C'est-à-dire, qu'est-ce qui manque concrètement ? Ce qui manque cruellement, et la source insiste beaucoup là-dessus, ce sont les preuves matérielles, décisives, pour tout ce qui vient après l'enlèvement. Il n'y a pas de scène de crime claire pour la suite, pas de traces de violence physique trouvées sur les lieux parfois évoqués des années plus tard, pas d'ADN fiable qui dirait oui, il était là, ses ravisseurs aussi. Et le plus important, j'imagine ? Et surtout, le point fondamental, pas de corps, jamais retrouvé. Et sans corps, on ne peut pas savoir comment il est mort, quand il est mort, on ne peut pas clore l'affaire, ni judiciairement, ni humainement. On reste dans l'hypothèse. C'est terrible. Et ce manque de preuves, il est accentué par autre chose, non ? La source parle de la raison d'État. Qu'est-ce que ça veut dire ici ? Ah, la fameuse raison d'État. C'est cette idée souvent utilisée dans les affaires sensibles, qui touchent à la sécurité, aux relations internationales, Oui. que les intérêts supérieurs de l'État, enfin, ce que les dirigeants considèrent comme tels, peuvent passer avant la loi normale, avant la transparence. Et dans l'affaire Ben Barka ? Eh bien, ça agit comme un mur. C'est ce que dit la source. Tous ceux qui essayent de creuser sérieusement, les journalistes, les juges d'instruction, les historiens, ils se cognent à ce mur. Concrètement, ça se traduit comment exactement ? Ça peut être des documents classifiés qui restent secrets, des témoins clés qui, disons, ne parlent pas ou sont inaccessibles, une coopération judiciaire entre pays qui patinent. Des pressions politiques peut-être ? Oui, des pressions politiques pour limiter les enquêtes. La source suggère que la raison d'État, qu'elle soit marocaine ou peut-être même française, a vraiment joué un rôle pour empêcher la vérité d'éclater. Ça protège des secrets, des réputations, des relations diplomatiques, mais au détriment de la justice. C'est glaçant. Et justement, qui aurait pu vouloir et pouvoir organiser une opération pareille ? Qui la source désigne ? Alors, le document pointe assez directement, en se basant sur les enquêtes et les témoignages accumulés, vers des figures très puissantes au Maroc à l'époque. Surtout deux noms. Lesquels ? Le général Oufkir, il était ministre de l'Intérieur, un poste absolument clé, qui contrôle tout, police, renseignement. D'accord. Et le deuxième ? Ahmed Limi, son adjoint, et lui aussi un homme très influent dans les cercles du pouvoir, de la sécurité. Oufkir et Dlimi, ces noms reviennent sans cesse, c'est vrai. Et leur but, selon le texte, c'était quoi ? L'objectif, tel que formulé, c'était de neutraliser Mehdi Ben Barka. Neutraliser ? Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Exactement. Écarter politiquement, emprisonner. Ou pire, vu la disparition totale, l'interprétation la plus sombre est souvent celle qu'on retient. Et le texte ajoute un détail important. Ils étaient prêts à tous les risques. Ça montre une détermination. Oui, ça suggère que ce n'est une priorité absolue, quitte à violer le droit international, quitte à provoquer un incident diplomatique majeur en agissant en France. Et comment il s'y serait pris ? Qui était sur le terrain ?
Pour l'opérationnel, la source mentionne un agent des services marocains, un espion, Larbiche Touki. D'accord. Sa mission, ce serait d'avoir préparé le coup en France, pendant l'été 65, donc plusieurs mois avant. Il aurait contacté des complices potentiels sur place. Ah, donc ce n'était pas improvisé. Non, clairement pas. C'était planifié, ça demandait de la logistique, de recruter des gens sur place. Des complices en France, c'est là que ça se complique encore, avec une implication française potentielle. Qui sont ces gens ? Oui, c'est un point central et assez troublant. La source identifie plusieurs Français au profil très varié. D'abord, un certain Georges Figon, Son rôle ? l'APA. Il se serait fait passer pour un producteur de ciné intéressé par un projet de docu de Ben Barka. Un film nommé Basta. C'était le prétexte pour l'approcher et le faire venir à Paris. Malin. Et ensuite ? Qui d'autre ? Ensuite, un personnage vraiment clé, Antoine Lopez, décrit comme un honorable correspondant du SDCE. Le SDCE, les services secrets français de l'époque, l'ancêtre de la DGSE. C'est ça. Honorable correspondant, c'est souvent un informateur, un agent non officiel, quoi. Quelqu'un qui a des liens, mais n'est pas un agent direct. Et son rôle présumé ? Crucial. Utiliser ses contacts, son réseau, il travaillait à Orly, ça aide, pour monter l'équipe qui allait faire l'enlèvement physique. Il aurait fait le lien entre les Marocains et les exécutants français. Un type lié au service secret français, ça rend l'affaire encore plus explosive. Et l'équipe de terrain, elle était composée de qui ? Alors là, c'est le mélange le plus étonnant, le plus déroutant même. D'après la source, ce n'étaient pas des pros des opérations clandestines, mais un alliage improbable. C'est-à-dire ? D'un côté, 2 policiers français, En service ? membres de la brigade mondaine, aux renseignements généraux. Si c'est vrai, c'est extrêmement grave. Des fonctionnaires impliqués dans un crime. Et de l'autre côté ? 4 truands, des types du milieu parisien, appartenant à la bande de Joatia, un Kelly de l'époque. Attendez, des flics et des voyous qui bossent ensemble pour enlever un politique étranger sur ordre présumé d'un autre pays avec l'aide d'un type lié au service français ? C'est un scénario qui paraît fou. C'est ça qui est dingue ! Et c'est ça qui est fascinant, justement. Ça montre bien ces zones grises de l'époque, guerre froide, décolonisation, cette porosité incroyable entre des mondes qui devraient être séparés. La politique marocaine, les services français, la police française, le grand banditisme. Chacun avec ses raisons, j'imagine. Sans doute. Obéissance, argent, jeu de pouvoir interne. La source ne détaille pas les motivations, mais cette convergence improbable est un fait rapporté. Ça montre qu'on pouvait monter des coups tordus en utilisant des réseaux très différents, et ça brouille les pistes. Et comment ce plan se met en place concrètement ? Le déclencheur, le moment clé, d'après le document, c'est quand Ben Barka annonce qu'il vient à Paris, le 29 octobre, justement pour voir ce faux producteur, Figon, pour parler du film Basta. L'occasion rêvée pour eux. Exactement. Le texte dit « L'opportunité est saisie et le piège se referme. Ben Barka va au rendez-vous devant la brasserie Lippe à Saint-Germain-des-Prés. Et là ? Là, il est abordé par les policiers français, complices. Ils auraient montré leur carte, selon certains récits. On l'invite à monter dans une voiture, une Peugeot 403 qui attendait. Et c'est la dernière fois qu'on le voit. C'est la dernière fois qu'on a une trace visuelle confirmée certaine de Mehdi Ben Barka vivant. Il disparaît dans cette voiture. Le point de non-retour. Et après, qu'est-ce qu'on sait de ce qui s'est passé après qu'ils soient montés dans cette 403 ? Et c'est là qu'on retrouve ce mur dont on parlait. Il faut vraiment insister là-dessus. La source le martèle. Tout ce qui se passe après cet instant T, après l'entrée dans la voiture, c'est en hors-champ. Hors-champ. Oui, hors de portée des preuves factuelles, hors de toute certitude. Ce qu'on croit savoir de la suite où il a été emmené, comment il est mort, qui a fait quoi, où est le corps, tout ça, ça repose uniquement sur des supputations, des témoignages invérifiables. Des témoignages recueillis plus tard. Souvent bien plus tard, parfois contradictoires, venant de gens dont on peut questionner la crédibilité ou les motivations. Anciens agents, truands qui négocient des infos. Et aucun de ces récits n'a été prouvé. Jamais corroborés par des preuves matérielles solides. L'absence de corps, on y revient, c'est l'obstacle majeur. Pas d'autopsie, pas d'analyse, on ne sait rien de certain sur la mort elle-même. Et comme on n'a pas trouvé de lieu précis où les choses se seraient passées après, on ne peut pas valider ou invalider les scénarios qui circulent. Une villa près de Paris, Un transfert au Maroc. on ne sait pas. Donc, factuellement, on ne peut rien affirmer sur sa fin. Sur la base des éléments rapportés par notre source, non.
Impossible d'établir une vérité judiciaire ou historique certaine sur son sort final. C'est ce vide factuel qui est au cœur du mystère. D'accord. Alors, si on récapitule ce que la source nous permet de dire avec une certaine fiabilité, qu'est-ce qu'on retient? On retient, de façon assez sûre, 1. Ben Barka, opposant marocain majeur, enlevé à Paris le 29 octobre 65. Oui. 2. Enlèvement planifié impliquant potentiellement de hauts responsables marocains, Oufkir, Dlimi, et un agent sur place, Chtouki. D'accord. 3. Une équipe hétéroclite en France, faux producteur Figon, correspondant du SDCE Lopez, des policiers, des truands de la Bandatia. 4. Le prétexte, un faux projet de film. 5. Après l'enlèvement dans la voiture, plus aucune trace certaine. Et surtout, 6. Aucune preuve matérielle corps, scène de crime, ADN jamais trouvé pour savoir la suite. Et 7. Les enquêtes bloquées par le manque de preuves et la raison d'État. ce résumé montre bien l'étendue de ce qui est connu, mais surtout, de ce qui reste inconnu. C'est un gouffre, en fait. C'est exactement ça. La question centrale, qu'est-il arrivé à Mehdi Ben Barka après 14 heures ce 29 octobre? Où est son corps? Qui a fait quoi? Qui a donné l'ordre? Ces questions restent sans réponse prouvée. Et l'affaire devient un symbole. Oui, une illustration presque parfaite et tragique de comment des opérations secrètes impliquant des États, le recours à des réseaux troubles, le secret défense, les intérêts politiques, comment tout ça peut bloquer la vérité et la justice pendant des décennies. Ça laisse une blessure ouverte, pour les familles, pour l'histoire. Et ça soulève une question plus large, non? Inévitablement, quelle est la capacité réelle de nos démocraties, de nos justices, à faire la lumière quand des États sont potentiellement impliqués au plus haut niveau? Où est la limite entre protéger des secrets d'État légitimes et garantir le droit à la vérité? L'affaire Ben Barka nous met face à cette tension. Oui, tout à fait. Et ça nous laisse peut-être avec une dernière réflexion. Au-delà de ce cas précis, même s'il est emblématique, comment on gère collectivement ces trous noirs de l'histoire? Ces affaires où la vérité semble avoir été enterrée. Enterrés sous le silence, les mensonges d'État, les preuves manquantes. Quel poids on donne aux récits qui émergent, même fragmentaires, quand le concret manque? Et comment on juge cette fameuse raison d'État, qui ici semble avoir surtout servi à assurer l'impunité? C'est une question fondamentale sur la vérité face au pouvoir. Une question qui résonne encore aujourd'hui, bien au-delà de cet automne 65 à Paris.